En rentrant du travail, la police m'attendait devant ma porte. Un agent s'est avancé et a dit « Vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de votre fils ». C'est impossible, mon fils est, mais quand la vérité a éclaté, même les officiers sont restés figés sous le choc. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La lumière du soleil d'un après-midi d'automne filtrait par la fenêtre du petit appartement de Saint-Louis. Margaret Wilson aidait son fils Ryan à faire ses devoirs tout en préparant le dîner dans la cuisine. Le garçon de 12 ans avait son manuel étalé sur la table, s'attaquant à des problèmes de mathématiques, mais montrait occasionnellement des signes de fatigue. « Maman », dit Ryan, posant son crayon et se retournant. « Papa a promis de m'emmener au zoo ce week-end. Tu viendras avec nous ?» Margaret interrompit ce qu'elle faisait et regarda son fils. La joue de Ryan semblait un peu plus pâle que d'habitude. Ces dernières semaines, son appétit avait diminué et il n'avait plus son énergie d'antan. Cependant, en voyant le visage de son fils impatient de cette promesse avec son père, elle ne pouvait laisser transparaître son inquiétude. « Chérie, t'entends avec ton père ?» sourit doucement Margaret. « Je dois travailler samedi, alors amusez-vous bien tous les deux. » Depuis leur divorce 3 ans auparavant, Margaret travaillait comme réceptionniste dans un petit cabinet comptable en ville. Bien qu'elle souhaitât un emploi à plein temps, compte tenu des soins à apporter à Ryan, un temps partiel était tout ce qu'elle pouvait gérer. Son ex-mari, David, était un chirurgien orthopédiste prospère et financièrement aisé, mais elle avait gagné la bataille pour la garde. Le juge avait estimé que vivre avec sa mère serait plus stable pour Ryan. Les jours de visite du week-end étaient spéciaux pour Ryan. David emmenait son fils dans des restaurants chers et lui achetait de nouveaux jouets et jeux. À son retour, Ryan racontait toujours avec enthousiasme à sa mère les événements de la journée. Si Margaret était heureuse de voir le visage joyeux de son fils, elle éprouvait des sentiments complexes à l'idée que son ex-mari lui offre des choses qu'elle ne pouvait pas se permettre. « Es-tu heureuse avec moi, maman ?» demanda Ryan un soir, au lit. Bien sûr, Margaret embrassa le front de son fils. « Je suis la plus heureuse du monde. Papa vit avec sa nouvelle femme, mais il m'aime toujours, n'est-ce pas? Ton père t'aime énormément. Ça ne changera jamais. » Ryan sourit, soulagé, et ferma les yeux. Margaret contempla un moment le visage endormi de son fils. La vie dans ce petit appartement n'était pas opulente, mais leur temps ensemble, juste tous les deux, était un trésor plus précieux que tout. Cependant, des ombres commencèrent à planer sur ces jours paisibles vers la fin octobre. Quand Ryan rentrait de l'école, il voulait immédiatement s'allonger. Il ne mangeait plus que la moitié de ses repas et sa vivacité d'antan disparaissait progressivement. « Quelque chose ne va pas avec mon fils », Margaret consulta le pédiatre. « Il se fatigue facilement et n'a pas d'appétit. » Le médecin procéda à un examen approfondi et recommanda des analyses de sang. En attendant les résultats, Margaret passa des nuits blanches, rongée par l'anxiété. Ryan continuait d'étudier et essayait de jouer avec ses amis, mais aux yeux de sa mère, les changements chez son fils étaient clairement visibles. Elle contacta également David au sujet de l'état de Ryan. Son ex-mari, étant lui-même médecin, expliqua l'importance d'attendre les résultats des tests et tenta de rassurer Margaret. Cependant, sa nouvelle épouse, Jessica, travaillait comme infirmière. Et quand Margaret les entendit tous les deux avoir des discussions professionnelles sur les symptômes de son fils, elle se sentit exclue. Le jour où les résultats des analyses de sang arrivèrent, Margaret se rendit à l'hôpital avec son fils. Au moment où elle vit l'expression sérieuse du médecin, son cœur se mit à battre violemment. Ryan serra fort la main de sa mère en écoutant les explications du médecin. Lorsque le diagnostic de leucémie lymphoblastique aiguë fut posé, le monde de Margaret bascula en un instant. Cependant, elle était déterminée à ne jamais montrer ses larmes devant son fils. Bien qu'âgé de seulement 12 ans, Ryan comprit la situation et sourit comme pour encourager sa mère. « Ça va aller, maman. Je suis fort. » Après le diagnostic, la vie de Margaret Wilson commença à tourner autour de l'hôpital. Le service d'oncologie de l'hôpital pour enfants de Saint-Louis devint comme une seconde maison pour elle. Lorsque le traitement de Ryan commença, Margaret réduisit encore ses heures de travail à temps partiel, donnant la priorité au temps passé aux côtés de son fils. En raison des effets secondaires de la chimiothérapie, les beaux cheveux blonds de Ryan tombèrent progressivement. Pour réconforter son fils, initialement choqué en se voyant dans le miroir, Margaret se rasa également la tête. « Maintenant, on dirait des jumeaux », sourit doucement Ryan. « Oui, les plus beaux jumeaux du monde.
Margaret posa délicatement sa main sur la tête de son fils. Environ 3 mois après le début du traitement, l'état de Ryan montra une amélioration temporaire. Les médecins donnèrent un pronostic prudemment optimiste et Margaret montra du soulagement pour la première fois. Pendant cette période, David et Jessica commencèrent également à se rendre fréquemment à l'hôpital. En tant que médecin, David discuta en détail du traitement de son fils avec le médecin traitant et suggéra de demander un deuxième avis. Grâce à ses connaissances professionnelles et à ses relations, Ryan put recevoir un traitement plus avancé. Margaret était reconnaissante envers son ex-mari, mais en même temps, elle était tourmentée par l'anxiété de savoir si elle en faisait assez pour son fils. « Tu en fais plus qu'assez », dit David à Margaret un jour dans le couloir de l'hôpital. « Pour Ryan, t'avoir à ses côtés est le meilleur des remèdes. » Ces mots firent monter les larmes aux yeux de Margaret. Après le divorce, une atmosphère tendue régnait entre eux. Mais face à la maladie de leur fils, l'ancien couple avait commencé à coopérer. Cependant, alors que le printemps laissait place à l'été, l'état de Ryan commença de nouveau à se détériorer. Il avait des fièvres persistantes et pouvait à peine manger. Les valeurs des tests sanguins continuaient de s'aggraver et le docteur Brian Chen, le médecin traitant, réunit la famille pour leur annoncer la dure réalité. Malheureusement, les méthodes de traitement actuelles ne montrent pas d'efficacité. Nous avons envisagé d'autres options, mais dans le cas de Ryan. Le docteur Chen choisit soigneusement ces mots. Il est peut-être temps d'envisager un passage aux soins palliatifs. Margaret eut l'impression de ne plus pouvoir respirer. Il lui fallut du temps pour comprendre ce que signifiaient les soins palliatifs. Cela signifiait abandonner le traitement. Il doit y avoir d'autres méthodes, plaida désespérément Margaret. Des traitements expérimentaux, des traitements à l'étranger, n'importe quoi. S'il vous plaît, essayez tout. David posa sa main sur l'épaule de son ex-femme. En tant que médecin, il comprenait la gravité de la situation. Margaret, nous avons fait de notre mieux. Maintenant, pensons à soulager les souffrances de Ryan. Cette nuit-là, Margaret passa du temps seule au chevet de Ryan. Son fils dormait la plupart du temps à cause des médicaments, mais se réveillait occasionnellement et souriait à sa mère. « Maman, j'ai mal », dit Ryan d'une petite voix. « Je sais, mon chéri. Je vais parler au médecin. » Margaret serra la main de son fils. « Demandons des analgésiques plus forts. » Le lendemain, Margaret consulta le docteur Chen au sujet du contrôle de la douleur. « S'il vous plaît, arrêtez la douleur de mon fils. Je ne supporte pas de le voir souffrir. Utilisez des médicaments plus forts. Faites en sorte qu'il ne sente plus la douleur. » Le médecin se montra compréhensif et promit d'ajuster le dosage de morphine. Cependant, les souffrances de Ryan continuaient. Il se réveillait au milieu de la nuit, en proie à la douleur, appelant sa mère, sa voix résonnant dans la chambre d'hôpital. David commença également à se rendre à l'hôpital tard les soirs de semaine. Malgré son emploi du temps chargé de chirurgien orthopédiste, il trouvait du temps pour son fils. Cependant, en raison des restrictions d'heures de visite et de la relation gênante avec son ex-femme, le temps qu'il pouvait passer avec Ryan était limité. Un jour, David vérifiait quelque chose au poste des infirmières. En tant que médecin, il utilisait sa position au sein de l'hôpital pour accéder au dossier médical de son fils. Les infirmières qui virent cela comprirent qu'il s'agissait d'un médecin inquiet pour son fils en tant que père. Fin août, l'état de Ryan se détériora rapidement. Il devint inconscient pendant de plus longues périodes et ses heures d'éveil se firent plus courtes. Margaret passait la nuit à l'hôpital, ne quittant jamais le chevet de son fils. « Maman, si je vais au paradis, est-ce que je pourrai voir grand-père » demanda Ryan d'une voix faible. « J'en suis sûr. »« Grand-père t'attend » répondit Margaret, retenant ses larmes. « Tu viendras plus tard aussi, maman ?»« Bien plus tard. Après que tu te sois bien amusé avec grand-père. » Ryan ferma les yeux, soulagé. Pendant le premier week-end de septembre, Margaret passait du temps seule dans la chambre d'hôpital de son fils. David était censé venir le samedi matin mais n'avait pas pu se libérer en raison d'une opération d'urgence. À l'exception des infirmières qui passaient occasionnellement, la mère et le fils passèrent un moment tranquille ensemble. « Maman, merci », Ryan ouvrit soudainement les yeux et dit. « D'avoir fait tant de choses pour moi. C'est moi qui devrais te remercier. T'avoir ici fait de moi la mère la plus heureuse du monde. J'étais aussi le fils le plus heureux du monde. » Ce furent les derniers mots que Ryan laissa à sa mère. Le garçon de 12 ans s'éteignit doucement. Margaret continua de tenir la main de son fils, demeurant dans le silence où le temps semblait s'être arrêté.
Lorsque l'infirmière entra dans la chambre et confirma le décès de Ryan, Margaret accepta finalement la réalité. Elle embrassa le front de son fils et serra son petit corps contre elle. David reçut l'appel juste après avoir terminé son opération. Quand il se précipita à l'hôpital, tout était fini. Il regarda fixement le corps de son fils, regrettant profondément de n'avoir pu être là au dernier moment. Le jour des funérailles, de nombreuses personnes se rassemblèrent pour se souvenir de Ryan. Margaret portait une robe noire, chérissant silencieusement dans son cœur les souvenirs avec son fils. David et Jessica étaient également présents, et son ex-mari parla de son amour pour son fils dans un éloge funèbre. 3 semaines s'étaient écoulées depuis la mort de Ryan. Margaret Wilson essayait de reprendre progressivement sa vie quotidienne tout en faisant face à la réalité du décès de son fils. Elle avait repris son travail au cabinet comptable et commencé à vivre seule dans l'appartement vide. Un mardi soir d'octobre, Margaret termina son travail à 16 heures comme d'habitude et rentra chez elle. La lumière du soleil d'automne commençait déjà à décliner, projetant de longues ombres sur le parking de l'immeuble. Au moment où elle sortit de sa voiture, elle remarqua 2 voitures de patrouille garées devant son appartement. Son cœur se mit à battre violemment. Un incident s'était-il produit? Peut-être qu'un voisin avait eu un accident. Margaret monta précipitamment les escaliers de l'appartement. « Êtes-vous Margaret Wilson ?» Quand elle se retourna, elle vit 2 personnes en costume bleu marine foncé s'approcher d'elle. L'une était un homme grand, l'autre une femme. « Oui, c'est moi », répondit Margaret avec une expression confuse. « Y a-t-il un problème ?» L'homme grand s'avança. « Je suis l'inspecteur Harris. Voici l'inspectrice Martinez. Nous avons quelques questions à vous poser. Y a-t-il un incident dans le quartier ?» Margaret regarda autour d'elle. « Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour aider ?» Les 2 inspecteurs se regardèrent. L'inspecteur Harris prit une profonde inspiration. « Margaret Wilson, vous êtes en état d'arrestation pour meurtre. » L'esprit de Margaret se vida. Elle crut avoir mal entendu. « Excusez-moi? Qu'avez-vous dit ?»« Accusation de meurtre, » dit l'inspectrice Martinez en sortant des menottes. « La victime est votre fils, Ryan Wilson. » Margaret sentit ses genoux se dérober. Elle posa sa main contre le mur de l'appartement pour se soutenir. « C'est, mon fils est mort de leucémie. À l'hôpital. Il y avait des médecins et des infirmières. Je n'ai rien fait. » L'inspecteur Harris continua d'un ton calme. « Les analyses de sang effectuées après la mort de Ryan ont détecté des quantités létales de myorlaxant. Ce médicament n'est pas présent naturellement dans le corps. Il a été administré intentionnellement. » Des myorlaxants? Margaret secoua la tête. « Je ne sais rien de tout ça. Je n'ai jamais touché à une chose pareille. C'est un médicament difficile à obtenir pour du personnel non médical, » expliqua l'inspectrice Martinez. « Cependant, votre ex-mari est médecin et avait accès à l'hôpital. » David? Margaret était confuse. Il aimait son fils. Il ne ferait jamais une chose pareille. Nous pensons que vous avez procédé à une euthanasie parce que vous ne supportiez plus de voir votre fils souffrir, dit l'inspecteur Harris. Nous avons également des enregistrements de vous suppliant les médecins à l'hôpital d'arrêter la douleur de mon fils. Les larmes emplirent les yeux de Margaret. Je leur demandais juste de réduire la douleur de mon fils. Je parlais d'analgésiques normaux. Je n'ai jamais pensé à le tuer. Mettez vos mains derrière votre dos, ordonna l'inspectrice Martinez. S'il vous plaît, attendez, plaida désespérément Margaret. C'est une erreur. J'aimais mon fils. Je l'aimais plus que tout au monde. Il est absolument impossible que j'aie pu faire du mal à mon fils. Mais les menottes froides furent placées sur ses poignets. Elle pouvait voir des voisins regarder depuis leurs fenêtres. Margaret se sentit prise de vertige, submergée par la honte et le désespoir. « Vous avez le droit de garder le silence », commença l'inspecteur Harris en lui lisant ses droits. « Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous devant un tribunal. » Margaret écoutait sans écouter les mots de l'inspecteur. Dans sa tête, les derniers mots de son fils se répétaient « J'étais aussi le fils le plus heureux du monde. » Sur le chemin de la voiture de patrouille, Margaret regarda en arrière. Elle vit la porte de son appartement ouverte, avec des policiers en uniforme entrant à l'intérieur. « Nous avons également un mandat de perquisition », expliqua l'inspectrice Martinez. « Nous procédons à une fouille pour trouver des preuves. » « Des preuves, il n'y a aucune preuve chez moi, » dit Margaret d'une voix tremblante. Le trajet jusqu'au poste de police parut court.
Tandis qu'on la conduisait à la salle d'interrogatoire, Margaret sentit les regards des policiers environnants. Dans leurs yeux, il y avait le regard froid de ceux qui observent une mère ayant tué son propre enfant. « S'il vous plaît, appelez un avocat », dit Margaret d'une voix chevrotante. « J'ai besoin d'un avocat. » L'inspecteur Harris acquiesça. « Bien sûr. Mais avant cela, nous aimerions que vous entendiez les résultats de la perquisition de votre domicile. » 30 minutes plus tard, l'inspectrice Martinez revint dans la salle d'interrogatoire. Dans ses mains, elle tenait un petit flacon dans un sac en plastique transparent. « Ceci a été trouvé dans le placard de votre chambre, dans une boîte au fond. » L'inspectrice Martinez posa la preuve sur la table. Un flacon vide de mieux relaxant. L'étiquette est encore dessus. Margaret fixa le flacon. Il portait le nom d'un médicament qu'elle n'avait jamais vu auparavant. « Ce n'est pas à moi. » Elle secoua la tête. « Je ne l'ai jamais vu. Je ne sais pas pourquoi il est chez moi. »« Y a-t-il quelqu'un d'autre que vous qui pourrait entrer chez vous ?» demanda l'inspecteur Harris. Margaret réfléchit. « Mon ex-mari, David, a un double des clés en cas d'urgence. »« Mais il ne ferait pas. Êtes-vous en train de dire que votre ex-mari a tué votre fils et essaie de vous faire accuser ?» L'inspectrice Martinez fronça les sourcils. « Non, ce n'est pas. » Margaret était confuse. David aimait son fils. Mais je ne sais rien non plus à propos de ce médicament. Les deux inspecteurs se regardèrent à nouveau. Il y avait une grande contradiction entre les affirmations désespérées de Margaret et les preuves matérielles trouvées. « Madame, » dit l'inspecteur Harris d'un ton légèrement plus doux, « nous pouvons comprendre à quel point il était douloureux de voir votre fils souffrir, le sentiment de vouloir soulager la douleur de son propre enfant atteint d'une maladie en phase terminale. »« Non, » plaida Margaret à travers ses larmes. « Je voulais que mon fils vive jusqu'au bout. Même s'il y avait de la douleur, je voulais être avec lui ne serait-ce qu'une minute, une seconde de plus. Pourquoi ne pouvez-vous pas comprendre ça ?» Son cri désespéré résonna dans la salle d'interrogatoire. D'autres policiers dans le couloir s'arrêtèrent également en entendant cette voix. L'inspectrice Martinez regarda son collègue. Il y avait une angoisse sincère dans la voix de la mère qui ne pouvait être feinte. Cependant, les preuves étaient claires. Les résultats des analyses de sang, le flacon de médicaments trouvé chez elle, et l'enregistrement de sa supplique pour arrêter la douleur de son fils. « Nous nous abstiendrons de poser d'autres questions jusqu'à l'arrivée de votre avocat, » dit l'inspecteur Harris. Margaret enfouit sa tête dans ses mains et s'assit. Non seulement elle avait perdu son fils bien-aimé, mais maintenant elle était faussement accusée d'avoir tué ce même fils. Pouvait-il y avoir un plus grand désespoir? L'horloge sur le mur de la salle d'interrogatoire indiquait 20 heures. La pluie avait commencé à tomber dehors, les gouttes ruisselant sur la vitre. Margaret regardait fixement au-delà de la fenêtre en se remémorant le sourire de Ryan. « S'il vous plaît, dites-nous la vérité, madame, » dit finalement l'inspectrice Martinez. « Pour le bien de votre fils aussi, vous devriez dire la vérité. » La vérité, Margaret leva les yeux et dit, « c'est que j'aimais mon fils. » C'est tout ce qu'il y a. Les deux inspecteurs quittèrent la pièce. Margaret resta seule dans la froide salle d'interrogatoire. Margaret fut libérée sous caution de 50 000 $. Elle utilisa l'argent de l'assurance vie de son fils pour engager un avocat et tenta désespérément de prouver son innocence. L'avocate qui lui fut assignée était Linda Fisher, une avocate pénaliste expérimentée. « C'est une affaire où l'accusation repose uniquement sur des preuves indirectes », expliqua maître Fisher à Margaret dans son bureau. Les résultats des analyses de sang, les médicaments trouvés chez vous et les déclarations enregistrées. Cependant, il n'y a aucun témoignage oculaire direct. « Je suis innocente », plaida Margaret à travers ses larmes. « J'aimais mon fils. Je n'ai jamais pensé à le tuer. » Maître Fisher acquiesça. « Je crois vos paroles. J'examine actuellement les dossiers de l'hôpital en détail. Il doit y avoir une incohérence. » Une semaine plus tard, maître Fisher fit une découverte importante. En scrutant les dossiers médicaux de Ryan, elle trouva quelque chose d'étrange dans les registres des analyses de sang. « Quelque chose cloche », expliqua l'avocate à Margaret. L'analyse de sang qui aurait été effectuée après la mort de votre fils, les heures enregistrées par le technicien qui a effectué le test et le médecin qui a rapporté les résultats ne correspondent pas. Margaret se pencha en avant. « Que voulez-vous dire ? » Le technicien des analyses de sang a enregistré avoir terminé le test à 15 heures. Cependant, le rapport indiquant que des myorelaxants ont été détectés a été rédigé avec un horodatage de 13 heures. Les résultats du test post-mortem ont été créés avant que le test ne soit réellement effectué.
Sur la base de cette divergence, Maître Fischer commença à interroger les infirmières de l'hôpital. Emily Shah, l'infirmière qui avait été témoin des derniers moments de Ryan, livra un témoignage important. Le jour où Ryan est décédé, sa mère était seule dans la chambre, témoigna Emily. Son père n'a pas pu venir à cause d'une opération d'urgence. Mais il y avait quelque chose d'étrange. Quoi donc? Demanda Maître Fischer. Après la mort de Ryan, le docteur Chen a immédiatement ordonné une prise de sang. Normalement, nous obtenons d'abord le consentement de la famille, mais ce jour-là, c'était différent. Il a dit que des tests spéciaux étaient nécessaires. Le docteur Chen a dit ça? Oui. De plus, les résultats des analyses de sang sont revenus plus vite que d'habitude. Normalement, cela prend plusieurs jours, mais le lendemain, nous avions les résultats. Sur la base de ce témoignage, Maître Fischer commença à enquêter sur le docteur Chen. Puis un fait choquant fut mis au jour. Le docteur Chen et David Wilson étaient camarades de faculté et avaient continué à entretenir une relation étroite. Ce n'est pas une coïncidence, rapporta Maître Fischer à Margaret. Nous devons enquêter sur la relation entre votre ex-mari et le docteur Chen. L'enquête menée par un détective privé révéla des faits encore plus choquants. Après le divorce, David nourrissait un profond ressentiment envers Margaret. Perdre la garde avait blessé sa fierté et il ressentait une forte insatisfaction quant aux limitations de son temps avec son fils. L'enquêteur a recueilli des témoignages de collègues de David. Le docteur David aimait vraiment son fils, mais son ressentiment envers son ex-femme était également profond, témoigna une infirmière en chirurgie orthopédique. Après la mort de son fils, il était amer, disant « Margaret a monopolisé mon fils et je voulais passer plus de temps avec lui ». Des preuves décisives furent trouvées dans le bureau de David. L'historique de recherche de son ordinateur contenait une quantité massive de mots-clés tels que « myorelaxant »,« drogues indétectables » et « falsification d'analyse de sang ». Cependant, la plus grande percée dans la découverte de la vérité vint d'une source inattendue, les remords de conscience du docteur Chen. Un soir, le docteur Chen se rendit au bureau de Maître Fischer. Son visage était pâle et ses mains tremblaient. « J'ai fait quelque chose d'irréversible », dit le docteur Chen d'une voix tremblante. David me menaçait. « Que voulez-vous dire » demanda Maître Fischer. « Il y a 5 ans, j'ai commis une faute médicale. J'ai négligé l'allergie médicamenteuse d'un patient et causé de graves effets secondaires. David m'a aidé à étouffer l'affaire. Cela n'a pas été signalé à l'hôpital et j'ai pu conserver ma licence médicale. » Le docteur Chen continua, « David a utilisé cette dette de gratitude pour exiger que je falsifie les résultats des analyses de sang. Il a dit qu'il ferait accuser Margaret de meurtre. Pourquoi ferait-il une chose pareille? Il avait perdu tout jugement normal à cause de la douleur de la perte de son fils et de son ressentiment envers Margaret. Il a dit que c'était une vengeance pour avoir monopolisé mon fils. J'ai essayé de refuser, mais il a menacé de révéler la faute médicale. » La confession du docteur Chen révéla toute l'étendue de la conspiration. Après la mort de son fils, David avait demandé au docteur Chen de créer de faux résultats d'analyse de sang. Puis, utilisant son double des clés, il s'était introduit chez Margaret et y avait caché le flacon vide de myorelaxant. Une enquête plus approfondie révéla que David avait obtenu illégalement des myorelaxants du service de pharmacie de l'hôpital. Il avait abusé de sa position de médecin pour falsifier des dossiers et voler les médicaments. La déclaration enregistrée, « Arrêter la douleur », avait également été utilisée à mauvais escient en ignorant le contexte. Maître Fischer expliqua, « Les mots d'une mère normale voyant son fils souffrir ont été interprétés comme le mobile d'un meurtre. » Lorsque de nouvelles preuves furent soumises à la police, l'enquête prit une tournure spectaculaire. Sur la base du témoignage du docteur Chen et des preuves matérielles, David Wilson fut arrêté. Au moment de son arrestation, David résista violemment. « J'aimais mon fils. Margaret monopolisait mon fils. J'avais plus le droit de passer du temps avec mon fils. » Sa nouvelle épouse, Jessica, fut profondément choquée par l'arrestation de son mari. « Je n'arrive pas à y croire. L'amour de David pour son fils était réel. Mais je n'avais aucune idée que son ressentiment envers Margaret était si profond. » Après avoir appris la vérité, Jessica entama immédiatement une procédure de divorce. « Je ne veux pas être considérée comme la complice d'un meurtre. De plus, ce qu'il a fait est impardonnable. » Les accusations de meurtre contre Margaret furent officiellement abandonnées. Cependant, les blessures à son cœur étaient profondes. Non seulement elle avait perdu son fils bien-aimé, mais elle avait été faussement accusée d'avoir tué ce même fils,
et la conspiration avait été orchestrée par son ex-mari. « Pourquoi David m'a-t-il fait ça ?» demanda Margaret à maître Fisher. « Nous étions censés coopérer quand il s'agissait de notre fils. » « Le ressentiment et le chagrin peuvent rendre les gens fous, » répondit l'avocate. « Il a transformé la douleur de la perte de son fils en vengeance contre vous. C'est un comportement qui ne peut s'expliquer rationnellement. » David fut accusé de parjure, de falsification de preuves et d'usage illégal de drogue. Sa licence médicale fut également révoquée et une longue peine de prison était quasiment certaine. Le docteur Chen fut également accusé de falsification de dossiers médicaux et de parjure, mais compte tenu du fait qu'il s'était rendu et des circonstances de la menace, il bénéficia d'une peine avec sursis. Cependant, sa licence médicale fut suspendue et il fut effectivement banni du domaine médical. Lorsque la vérité fut révélée, Margaret ressentit des émotions complexes. En même temps que le soulagement d'être innocentée, elle était dévastée par la réalité que le père de son fils avait nourri une telle haine à son égard. « Ryan » murmura Margaret en regardant la photographie de son fils. « Ton père était malade. Je pense que son amour pour toi était réel. Mais cet amour a pris une mauvaise direction. » Un an plus tard, Margaret se rendait au cimetière où reposait Ryan. Sur la petite pierre tombale était gravé « Fils bien-aimé Ryan Wilson. Merci pour ton sourire angélique. » Elle déposa un bouquet de roses blanches sur la tombe et s'assit silencieusement. « Ryan, comment vas-tu » Margaret parla doucement à la pierre tombale de son fils. « Maman suit une thérapie maintenant. Après cet incident, je ne dormais pas bien, mais je vais mieux petit à petit. » Le vent d'automne caressait ses joues. Margaret réfléchissait tranquillement à ses souvenirs avec son fils. Le séjour à l'hôpital, ses derniers mots et les jours cauchemardesques qui l'avaient accablé. David avait été condamné à 3 ans de prison pour parjure et falsification de preuves. Sa licence médicale avait été révoquée de manière permanente et même après sa libération, il ne pourrait plus jamais exercer la médecine. Jessica finalisa leur divorce et retourna dans sa ville natale au Texas. « Ton père était malade », Margaret posa sa main sur la pierre tombale. « Je pense que son amour pour toi était réel, mais cet amour est devenu tordu. C'est triste. » Le docteur Chen vit sa licence médicale suspendue et travaille maintenant dans la recherche chez un fabricant d'équipements médicaux. Après l'incident, il envoya une lettre à Margaret. « J'ai fait quelque chose d'irréversible et je suis profondément désolé. Je m'excuse sincèrement auprès de vous et de Ryan. » Margaret répondit à cette lettre. « Vous étiez aussi une victime. Je peux comprendre que vous ayez cédé aux menaces de David. Je suis reconnaissante que vous ayez dit la vérité. » De l'autre côté du cimetière, elle aperçut une jeune mère marchant main dans la main avec un petit garçon. Le garçon avait à peu près l'âge de Ryan et parlait joyeusement de quelque chose à sa mère. Margaret sourit. « Voir cet enfant me rappelle toi, » murmura Margaret. « Tu me tenais la main de la même manière et tu me racontais toutes sortes d'histoires. » Après la résolution de l'affaire, Margaret reçut le soutien de nombreuses personnes. Ses collègues du cabinet comptable l'accueillirent chaleureusement à son retour, et les habitants de l'immeuble continuèrent à la traiter de la même manière. Plus que tout, les mots encourageants des infirmières de l'hôpital qui s'étaient battues à ses côtés pendant la maladie de son fils lui touchèrent le cœur. L'amour de la mère de Ryan était sincère, dit l'infirmière Emily. Cet enfant a pu rester paisible jusqu'à la fin parce que sa mère était là avec lui. Margaret trouva également un nouvel emploi. Elle aide au conseil des parents d'enfants malades au centre de soutien aux familles des patients de l'hôpital pour enfants. Elle voulait utiliser son expérience pour soutenir des personnes dans des circonstances similaires. Une nouvelle famille est arrivée aujourd'hui, rapporta Margaret à la pierre tombale. Une fillette de 7 ans a la leucémie et sa mère est très inquiète. Quand je lui ai parlé de mon expérience avec toi, elle s'est sentie un peu mieux. Le soleil couchant commença à projeter de longues ombres sur le cimetière. Margaret se leva et caressa doucement la pierre tombale. « Tu m'as appris ce qu'est un vrai parent, » sourit Margaret. « Ce ne sont pas les liens du sang ou les ressources financières. Un vrai parent est quelqu'un qui peut rester avec son enfant jusqu'à la toute fin. »« Maman, merci. » Dans le son du vent, elle crut entendre la voix de Ryan. Margaret prit une profonde inspiration et quitta le cimetière. Sur le chemin du retour, elle se souvint de sa promesse à son fils. « Bien plus tard. Après que tu te sois bien amusé avec grand-père. » Pas encore. Margaret avait encore des choses à faire. Elle devait transmettre aux autres le sens de l'amour que son fils lui avait enseigné. Dans la voiture, Margaret fredonna un air. C'était une berceuse que Ryan avait aimée.
Son fils la suppliait toujours, chante cette chanson. Ryan, je t'aime, murmura Margaret vers le ciel. Pour toujours. Dans le ciel du soir d'automne, une étoile solitaire se mit à briller.